Normalement, oui. Elle connaît plus de Non, mais tu peux très bien lui dire la vérité. C'est que moi, je vais pas en anglais parce que je veux les chiner. J'aurais aimé qu'il y ait allemand. Je Je peux prendre l'allemand. Bah non, mais c'est pas. C'est une mauvaise pratique. Je pense que tu peux avoir avec Attention, à partir de maintenant, tout est sur la vidéo. Bon, je comprends le début. Ah, c'est vrai que le micro est là, ouais, ça va. Tu veux que je fasse des interférences? Non. Sinon, tu fais l'excuse que je fais à chaque fois que tu as un. Je suis bien un chat. C'est comme ça. Là, des fois, ça marche tout le temps. Allez. On y va? Bien. On n'a plus beaucoup de séances de mécanique. J'espère vraiment qu'on va finir cette semaine. On se voit vendredi ou pas? Ouais, hein? Très bien. Ah oui, quelle ça. Ah oui, c'est vrai, 54 pages, je crois. Ah oui, ok. Faut que je note, vous me le redirez demain. Ok, on redémarre la mécanique. On s'était arrêté où la dernière fois? Ah, on n'avait pas fini l'exo du ressort. Et vous voulez le finir, je suis sûr. Toujours pas d'énoncé, mince. C'est pas grave, on l'avait posé. Donc, on avait résolu la première partie, la partie préliminaire de cet exercice. Un ressort, deux raideurs K, une masse M, un champ de pesanteur G. Et on était tombé sur l'équation du mouvement. X de point plus, donc, alors, on va dire K sur M X égale, et cette constante-là dépendait de la position initiale qu'on prenait, enfin de la position d'origine qu'on prenait sur l'axe Z. Alors, l'énoncé suggérait de prendre comme position initiale, non pas la longueur à vide, mais la position d'équilibre. C'était pour obtenir la constante 0 ici, mais j'avais quand même commenté que si on prend n'importe quel autre choix, c'est pas grave, on a une constante ici qui n'est pas nulle, et ça ne change rien à la résolution du problème. Il faut juste ajouter une valeur qui est précisément la différence entre la position d'équilibre et là où on a pris l'origine. Bref, et ça, donc, ça nous avait permis de réviser un petit peu la résolution des équations du second ordre à coefficient constant. Alors, la suite de l'exercice, je vous emprunte juste 2 secondes, merci. Consistait, je crois que c'était fini le premièrement. Hein. Ouais, donner l'expression à pulsation, ok. Donc ensuite, on considère la situation de la figure A, où on met 2 ressorts en série, en quelque sorte, ou en parallèle, je dirais plutôt d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on attache, alors évidemment c'est un mouvement à une dimension, donc si vous avez des doutes comment on peut faire ça, imaginez qu'il y a une tige qui passe à travers tout le système, ce qui fait que le système ne va pas partir à gauche, à droite, donc on est astreint à un mouvement vertical, donc il y a une masse M, il y a un ressort de raideur K1, un autre de raideur K2, 2 masses négligeables, hein, c'est des ressorts idéaux, c'est des ressorts de problèmes de physique, pour étudiants. Et donc, il y a évidemment le poids qui s'exerce sur le corps de masse M, P égale mg. Et puis, on a alors 2 forces élastiques. Une force liée au ressort K1. Alors, je ne sais pas dans quel sens la représenter. Alors, c'est là où on va voir à nouveau la puissance de la projection sur des axes et donc des valeurs algébriques plutôt que de travailler avec la norme, hein, parce que je ne sais pas dans quel sens, a priori, enfin, je peux le savoir à chaque position donnée, je peux savoir si les tensions sont dans un sens ou dans l'autre, mais au cours du mouvement, le ressort du haut peut soit repousser le corps vers le bas, soit le tirer vers le haut, et pareil pour le ressort 2, il peut soit tirer le corps vers le bas si il est trop étendu, soit le repousser vers le haut s'il est trop comprimé. Hein. Donc
je ne sais pas trop comment les mettre, je prends des formes, enfin des orientations arbitraires. Je vais appeler F1 la force élastique liée au corps 1, et puis, enfin au ressort 1, et puis F2 la force élastique liée au ressort 2. Je les mets exprès dans des directions qui sont, enfin bon, enfin peu importe, je prends deux orientations arbitraires. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment besoin d'avoir un traitement algébrique du problème, parce qu'on ne va pas s'amuser à écrire des équations. Enfin, il y a 4 équations possibles suivant que chacun des ressorts est soit étiré, soit comprimé. Alors, on nous donne quoi comme variable? On a grand H, non, petit h, la hauteur totale. Ok. Et on a des longueurs à vide On dit que H est supérieur à 2L0. Ah, donc chacun a la même longueur à vide, oui, c'est ça. Donc L01 égale L02 égale 1. C'est ça qu'on appelle L0. Avec, enfin bon, une notation évidente. Ok. Et on veut étudier l'équation du mouvement, donc on va écrire la relation fondamentale de la dynamique. On projette tout suivant l'axe Z, et puis ça va aller. Alors, quelle est la force? Comment exprimer F1? En norme, c'est facile, c'est K1 fois l'allongement, c'est-à-dire L moins L0. Ça, c'est sûr déjà. Après, on verra comment, ce que vaut L, etc. Mais je vous montre comment on fait pas à pas. Donc, en norme, ça vaut K1 fois L moins L0. Ça va être suivant UZ. Et alors, la question, c'est est-ce qu'il y a un signe plus ou un signe moins? Alors, comment faire ça? Eh bien, vous prenez, par exemple, alors vous dites, supposons que L soit plus grand que L0. Ça veut dire que le ressort est étiré, et à ce moment-là, il ramène vers le haut. S'il est étiré, il ramène vers le haut. Donc, si L est plus grand que L0, ça doit être suivant UZ. Donc, il ne faut pas mettre de signe moins. Donc, vraiment, n'apprenez pas F égale moins KX, ou K delta X. Parce que là, c'est plus. Voilà. Je refais le même raisonnement pour la force élastique liée au ressort 2. En norme, il n'y a pas de problème, ça va être K2 fois son allongement. La direction, c'est la direction de UZ. La question, c'est quel est le sens? Alors, même raisonnement. Si le ressort est étiré, c'est-à-dire que L est plus grand que L0, alors, pardon, je vais l'appeler L2. Ça c'était L1 à la longueur du premier. Ça, c'est L2 à la longueur du deuxième. Ils n'ont pas à chaque instant la même longueur, hein, bien sûr. Enfin, il n'y a aucune raison. Monsieur? Oui. Pourquoi vous avez écrit L01, il y a L02, il y a L0? Oh, ça c'était... Non, enfin, c'est pour dire la longueur à vide du premier est égale à la longueur à vide du second, et on les appelle L0. Ah, c'est sûr, ça? C'est ce que dit l'énoncé. Ah. Oui, oui, oui. Voilà. C'était juste pour rappeler l'énoncé. Donc on nous dit qu'ils ont la même longueur à vide. Pas la même raideur, mais la même longueur à vide. Ok, alors donc je reprends le raisonnement. Si L2 est plus grand que L0, c'est-à-dire si le ressort 2 est étiré, donc il est étiré, et à ce moment-là, il va tirer pour le revenir à la position initiale, enfin d'équilibre, enfin, pardon, pour revenir à la position à vide, entre guillemets, il va tirer vers le bas. Par conséquent, si L2 est plus grand que L0, c'est-à-dire si ça est positif, ça doit être suivant moins UZ, et donc il y a un signe moins. Donc c'est ça le raisonnement que vous devez faire. Hein. Raisonnez sur la norme, parce que ça c'est facile, c'est K fois l'allongement, ou la compression. Et ensuite, vous regardez dans quel sens ça va. Et vous voyez que dans un cas, il y a moins, et dans l'autre cas, il n'y a pas moins. C'est comme ça. Mais il n'y a aucune difficulté. Enfin, il ne doit pas y avoir de difficulté sur ça. Mais si vous avez le réflexe, ah ok, élastique F égale moins KX, vous êtes foutu. Ça va être faux dès la première ligne. Après, vous pouvez passer une demi-heure sur le problème, tout sera faux. Tout. Ce serait dommage. Oui. Si F1 est étiré, Si F1 est étiré, ouais. F2 est forcément bon. Non, alors ça dépend du rapport entre H et 2 fois L0. Par exemple, si H est beaucoup plus petit que 2L0, Ah, dans les deux cas, il va être comprimé. dans les deux cas, ça va être comprimé, quoi.
Et simplement, ils vont être plus ou moins comprimés, ils vont se passer l'un l'autre, donc ils vont tous les deux repousser, et si c'est trop grand, ils vont probablement être tous les deux étirés, mais suivant où ça... Enfin voilà. Donc on suppose rien, enfin en tout cas pas pour l'instant, on verra s'il y a besoin plus tard, mais on nous dit juste la longueur à vide, c'est L0. C'est ça qui vient avec le ressort, c'est qu'il fonctionne en compression et en extension. Donc on a... Mais peu importe qu'il soit étendu ou comprimé, ça c'est vrai. On dit que H est supérieur au 2L0. On dit, c'est marqué dans l'énoncé? Oui. Ok, donc dans ce cas, il se trouve que H est plus grand que 2L0, donc on verra, peut-être ça intervient à un moment, ou peut-être pas, mais quel que soit pour l'instant le rapport entre H et L0, enfin la relation entre H et L0, de toute façon, ce qu'on a écrit là est vrai. C'est la force élastique de chacun des ressorts. Bon, plus le poids, mg, je le mets quand même, égale mg. Alors, maintenant, notre variable, le paramètre de ce calcul, c'est la position de la masse, z. On va chercher une équation sur z qui nous dit, enfin, dont l'intégration permet d'obtenir z de t. Ah oui, merci. Le poids vers le bas. Merci. Alors, on prend le 0 où? C'est suggéré dans l'énoncé ou pas? Non? Bon. On peut le prendre au milieu, on peut le prendre en bas, on peut le prendre en haut. On peut le prendre où on veut, mais enfin, un de ces trois choix. Je prendrais bien en bas, on va pas s'embêter. Donc ça z, enfin, ouais, enfin, oui, bon. Ouais, on prend comme ça. Hein, comme ça, il n'y a que des valeurs z positives déjà. Ok? Allez, on le prend en bas. Alors, que vaut... Alors, une première chose facile, c'est L2. Que vaut L2? Donc, c'est-à-dire la longueur de ce ressort-là, eh ben, c'est Z. D'accord? La longueur de ce ressort, comme on a choisi l'origine en bas, la longueur du ressort 2, c'est Z. Ça va être facile. Et puis, que vaut L1? Ah non. H moins Z. Ouais, Voilà. Bien vu. Voilà, donc en fait, ici, je peux réécrire F1 comme étant K1 facteur de H moins L0 moins Z UZ. Et L2 égale moins K Z moins L0 UZ. Voilà, le problème est résolu. Hein. On a trois forces. Et on écrit donc, tout ça sur un même axe. Donc on va projeter l'équation du mouvement sur cet axe-là. Mz de point, la masse fois l'accélération suivant cet axe, est égale à la somme des forces. Donc on écrit alors moins mg plus k1 h moins z0 z1 moins K2, j'ai oublié l'indice 2 ici, moins K2, Z, moins N0. Voilà. Alors on va tout diviser par M, on va passer les Z du même côté. On fait ça un petit peu à la volée comme ça. Donc ça fait plus, pardon, je mets de l'autre côté, donc ça va faire plus. Attendez, qu'est-ce que j'ai écrit là? Non, c'est H moins L0 moins Z. Hein, on a dit, oui, moins Z, pardon. Ouais. Je sais pas ce que j'ai fait. Si, c'est ça, hein. Ouais, je voulais juste recopier ce qu'il y avait là-bas. Oui, c'est ça. Ok. Donc, plus K1 plus K2 sur M, Z égale K1 H moins Z0. J'efface un peu là. Voilà. K1 H moins Z0 plus K2 L0 moins Mg. Ok? Bon ben voilà. La question c'est... Pardon. Oui, le M s'en va, merci. Et puis les K aussi sont divisés par M ici. Faites très attention parce qu'en fait ça c'est une constante et donc je m'en fiche un peu pour la question qui suit, mais vous avez raison bien sûr, il faut diviser par M.
Écrire l'équation du mouvement. On ne cherchera pas nécessairement à déterminer explicitement la position d'équilibre le long de l'axe vertical. Tant bien, on n'a pas cherché à le faire. Écrire l'équation du mouvement de la masse M le long de l'axe vertical, c'est fait. Ah non, en fait, j'ai fait directement la question 2, pardon. Oui, la question 1, c'était écrire la condition d'équilibre. Bah, la somme des forces égale 0. Et effectivement, donc, en déduire une relation entre les données du problème, la relation, c'est que cette somme-là vaut 0. Donc on aura le Z à l'équilibre. Bon, je ne sais pas ce que je m'en rappelle plus ce que je voulais demander là. Et une relation entre les données. Ah, c'était peut-être. Non. Oui, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Somme des forces égale 0. Bon. Bon, c'est pas ça le point clé. Je vais directement au nœud du problème. Écrire l'équation du mouvement, c'est fait. Montrer que cette équation est celle d'un oscillateur harmonique et donner sa pulsation oméga. Effectivement, ici, on a une constante. Je vais la noter C. Et donc, on a finalement Z de point plus K1 plus K2 sur M Z égale C. Et là, on reconnaît évidemment l'équation de l'oscillateur harmonique. Si j'écris oméga 0 carré à la place de K1 plus K2 sur M, on a cette équation, donc celle qu'on a résolue la dernière fois, la même que l'équation pour un seul ressort. Pour un seul ressort, on avait trouvé K sur M à la place de oméga 0 carré. Donc ici, on a oméga 0, c'est ça avec le blanc. La pulsation, c'est quoi? Eh bien, c'est racine non plus de K sur M comme quand il y a quand il n'y a qu'un ressort, mais racine de K1 plus K2 sur M. Autrement dit, ce système avec deux ressorts se comporte comme un seul ressort, avec simplement, pour raideur, la raideur du ressort équivalent, qui donnerait exactement la même équation, celle-ci. La raideur du ressort équivalent, c'est K1 plus K2. Autrement dit, les raideurs s'ajoutent quand on a deux ressorts comme ça en parallèle. Enfin, je les appelle en parallèle, je ne sais pas si ça vous saute aux yeux que c'est en parallèle. Mais... si vous faites une analogie électrique, là, vous avez ici la masse, par exemple. Et puis donc, vous avez le ressort K1. Ressort K2. Bon, si on veut. Enfin, peu importe. Deux ressorts comme ça se comporte comme un ressort avec la raideur double. Enfin, pas double, somme. Ok? Pas de problème? Alors, on fait maintenant l'autre configuration. Cette fois, c'est deux ressorts en série. Si on poursuit l'analogie. Un premier ressort K1 attaché non pas directement à la masse, mais à un deuxième ressort K2 qui lui est attaché à la masse M. Et il faut écrire l'équation du mouvement. Alors, il y a une toute petite difficulté, mais dont la résolution est suggérée par l'énoncé, si je me souviens bien. Pardon, je vous reclique encore. Alors, écrire la... non, pardon, troisièmement... Bon, il demandait des applications numériques, c'est bon. On considère à présent la situation B, celle-ci donc, où la masse est suspendue à un ressort, ok. Expliquez clairement pourquoi, à chaque instant, la tension des deux ressorts est nécessairement la même. C'est ça... Enfin, si je vous avais juste posé la question sans cette question préliminaire, vous auriez peut-être pu chercher assez longtemps. Et donc, pourquoi les deux ressorts ont à chaque instant la même tension? Donc j'appelle, alors là a priori évidemment, par exemple à l'équilibre, les deux ressorts vont être étirés. Donc je vais représenter, là je sais que les forces elles vont être comme ça. Donc là j'ai T2 et là j'ai T1. Les ressorts ont une masse négligeable, oui.
Et c'est tout. Du coup, C'est ils sont presque soumis- tout, mais... Ils ouais. sont soumis qu'au pas de la masse. Enfin, c'est la... Enfin, de... pas de la masse, mais de... Oui, compte tenu de ce que j'ai raconté l'autre fois, ça pourrait suffire. Si... Ouais. Comment était la question exactement? Expliquer clairement pourquoi Voilà. à chaque instant la tension des deux ressorts est nécessairement Ouais. la même. Donc voilà, expliquez clairement pourquoi la tension de ressort est nécessairement la même. Donc votre suggestion, c'est quoi? C'est que la masse des ressorts est négligeable. La masse des ressorts est négligeable. Et Oui. du coup, c'est le corps de masse M qui va imposer... enfin, Oui, mais oui. Alors, ok, mais imaginez que je sois un élève de votre classe et je dis, mais je comprends pas trop quand même pourquoi, parce que le ressort il est tiré vers le bas, mais il est aussi tiré vers le haut. Ce ressort-là, celui-là, celui que je vais faire en vert ici. Enfin, voilà. Si je vous dis, mais je comprends pas bien, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour vraiment me convaincre que T1 égale T2? La force de contact ici? Ah ouais, ça j'aime bien ça. Alors, la force de quoi sur quoi? Du ressort 2 sur Le ressort 2 sur le ressort 1. Vous appelez F de 2 sur 1. Ouais. Il faudrait exprimer les forces. Si on arrive à les exprimer. ce point, ce système point, il reste fixe en même temps. Pas comme Oui, en même temps, ce point, il va bouger. Enfin, fixe, mais... À l'équilibre, mais si ça oscille. Mais la tâche restera toujours... Mais ce point n'a pas de masse, donc c'est pas grave. En fait, on ne peut pas contraindre les forces. En fait, ce que vous avez dit me convient très bien, surtout compte tenu de ce qu'on a dit l'autre fois. Mais en fait, peut-être la seule chose que je voudrais entendre, c'est qu'il y a un problème d'action et de réaction là quand même. C'est-à-dire que la force que le ressort... Parce que le ressort 1, effectivement, lui, il ne tient pas la masse. Il tient le ressort 2. Donc le ressort 1 exerce sur le ressort 2 une certaine force qui est la même que la force que le ressort 2 exerce sur le ressort 1, par opposé. Donc quoi Il n'y a pas un théorème qui dit que si on accole deux ressorts, la force sera... D'accord, mais démontrez-le alors. Ah, Ah, pardon. Ah, si vous avez déjeuné? Ouais, on y va. Je t'écris Ouais, ok. À plus. Pardon. Les visiteurs américains dans un truc. Bon, bref. Du coup, il faut faire les deux forces de réaction, F de 2 sur 1 et F de 1 sur 2, puisque le ressort... Ouais, et en fait c'est ça, c'est que la force de 1 sur 2, c'est la force de tension. Ouais, c'est T1. Donc la force de 1 sur 2, c'est la tension du ressort, c'est avec ça qu'il tire. Et la force de 2 sur 1, c'est la tension du ressort 2, puisque c'est avec ça qu'il tire. Hein, donc le ressort 2 tire ce ressort-là vers le bas, celui-là tire celui-là vers le haut, mais le point clé c'est ça, c'est que la force de tension qu'exerce le ressort 1, c'est F de 1 sur 2, et la force de tension qu'exerce le ressort 2, du fait de son extension, c'est F de 1. Ces deux forces sont égales, pas en vertu de l'action et de la réaction, enfin de la loi des actions réciproques, et donc la tension 1 est égale à la tension 2. Mais ce que vous avez dit me va très bien aussi, hein. En fait, c'est pareil, mais je sais pas, je voulais aussi vous montrer ça, que en fait, un ressort exerce la même force à ses deux extrémités, en fait. C'est-à-dire, quand on dit la force élastique, c'est K fois l'allongement, ou moins K, enfin bon, K fois l'allongement avec la direction qui va bien.
cette force-là, c'est la force, c'est une force qui s'exerce en quelque sorte dans le référentiel, enfin, oui, dans le référentiel du ressort. Ça tire des deux côtés de la même façon. C'est la force avec laquelle le ressort a envie de revenir à sa position d'équilibre. Donc, c'est-à-dire, voilà, quand vous avez cette situation très simple, le ressort est étiré, et on dit la force tire là-dessus à moins kx. Mais il tire aussi là-dessus à moins kx. C'est-à-dire, si ce point-là est fixe, donc c'est lié à la Terre, etc., donc cette force ne va pas faire bouger la Terre, la masse est tellement grande qu'on peut négliger ça. Donc, dans cette situation-là, on dit que ça tire là-dessus avec la force moins kx par là. Mais si, en fait, le même ressort est tiré de la même façon, je mets la masse là, et là je le fixe, eh bien, en fait, ça tire ce ressort avec la même force. Enfin, le ressort tire ce corps-là maintenant par là. En fait, il tire les deux. En fait, ce que fait le ressort, c'est qu'il veut revenir à sa position, enfin, à sa longueur à vide. Donc, la force exercée là-dessus et la force exercée là-dessus, c'est la même. Le ressort veut juste se recontracter s'il a été étiré. Pourquoi on ne représente pas la force qui retient les ressorts? Là aussi, ouais, effectivement. Et donc là, il y a aussi une force. Il y a aussi une force, en fait, et cette force, alors c'est-à-dire que le ressort exerce sur le mur là une force vers le bas, qui est son extension, qui est sa force élastique, T1, et donc le mur exerce sur le ressort une force T1 vers le haut. D'accord. Bon, c'était juste pour revisiter un petit peu ces questions-là, parce que suivant les circonstances, ça peut poser des soucis. Donc là, c'était une question explicitement formulée, de sorte que même si on ne savait pas y résoudre, la réponse y répond. La réponse est fournie. Donc les deux tensions sont égales, du coup on les nomme T0, c'est ça? Oui. Voilà. Alors une fois qu'on a vu ça, le reste est maintenant très très simple. Ensuite, on demande de déterminer l'allongement des deux ressorts en fonction de la tension T0. C'est ça. Alors, déterminer l'allongement des ressorts en fonction de la tension T0. L'allongement du ressort... Enfin, oui. Bah, je vous laisse me dire. À vous de jouer. Alors? Pas de réponse? Hein? Nobody? L'allongement des ressorts en fonction de la tension. Ce qui est intéressant, c'est que si je vous demande la tension en fonction de l'allongement, vous allez y arriver. C'est quoi la tension en fonction de l'allongement? Je sais pas si on additionne ou pas les cas. Non, mais oubliez les deux ressorts, le système. La question, c'est déterminer l'allongement des ressorts, de chaque ressort, un par un. Enfin, vous prenez le ressort 2, quel est son allongement en fonction de sa tension? Sa tension, elle est connue, c'est T0. T0 sur K. T0, c'est... Enfin, en norme... non, on va le faire en vecteur. C'est K, alors K2 fois L moins L0. Alors on va reprendre le petit raisonnement. T0, c'est K2 fois sa longueur moins L0. Alors c'est suivant UZ avec le signe plus ou avec le signe moins? Je vous laisse le faire cette fois. Plus ou moins? Voilà. Plus, une fois, deux fois, Plus. moins, plus, j'adjuge à plus? Plus. Bien. Parce que si L est plus grand que L0, c'est bien vers le haut. Si c'est étiré, ça... Ok. Donc, alors évidemment, il faut dire, c'est ce T0, c'est ce T1, T2, là, celui-là qui est là. Bien. Donc, voilà
la tension en fonction de l'allongement, et là on nous demande l'allongement en fonction de la tension. Donc, alors si j'écris T0 égale T0 UZ, attention, ce T0 est une valeur algébrique, je définis T0, l'écriture T0, le symbole T0, c'est la projection de T0 sur UZ. Donc il peut être positif, il peut être négatif. S'il est comprimé, il est négatif, s'il est étiré, il est positif. Et donc l'allongement, c'est-à-dire, je peux le noter delta L2, on dit L2 moins L0, eh bien c'est T0 sur K2. Cet allongement peut être négatif. Il suffit pour ça que la tension soit négative. En général, on raisonne à l'envers. Vous avez un allongement, vous en déduisez la tension. Mais là, on se donne la tension. Quel est l'allongement? C'est complètement trivial, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, pareil pour le corps 1. Alors, est-ce qu'on a le même signe si j'avais ici T1? Oui, hein, puisque ils sont orientés de la même façon, bref. Donc L1 moins L0 vaut lui aussi T0 sur K2. Et par conséquent, sur K1, merci. Et par conséquent, eh bien, on va écrire la relation fondamentale de la dynamique. Mz de point est égal à la somme des forces, donc moins mg plus, donc plus T1, c'est-à-dire T0, pardon, plus K, oui c'est ça, plus K1 fois T1 ici, là, c'est K1 fois l'allongement. C'est ça la question, hein, c'est écrire l'équation du mouvement, je suis en train de... Déterminer l'allongement global en fonction de... La nouvelle constante. Pardon? D'abord, j'ai besoin de la nouvelle constante. La nouvelle raison. Ah, la nouvelle raideur, oui. Ah, oui, oui. Ah, donc, c'est... Pardon. Ah oui, oui, d'accord, pardon. Donc, le problème est fait dans l'autre sens. Ok, très bien, mais c'est parfait. C'est mon esprit du problème. Donc, si on remplace ce ressort par un seul ressort, en fait, l'allongement global du système, si vous voulez, je le refais. Cette masse, elle n'est soumise, elle se fiche du ressort K1. Elle ne sait même pas qu'il est là. Cette masse, elle a son poids, et elle a un truc qui la retient, la masse, avec une certaine force qui vaut T0. Donc cette masse-là, le corps de masse M, la masse M, est soumise à son poids, moins mg, et à la force T0 vers le haut, qui était en fait T2, on l'a appelé T0, et c'est tout. D'accord? Et elle se déplace. Alors c'est ça. La force ici va dépendre de sa position. Comme si elle était tenue par un seul ressort. Si elle était tenue par un seul ressort, il se passait quoi? C'est la première question. Alors la question qu'on a faite avant-hier, oui, avant-hier, c'est la première question, donc on n'a plus trop en tête. Mais s'il y avait un ressort ici, que serait la force ici? Ce serait K du ressort fois l'allongement global de ce ressort. Ici, que vaut l'allongement global? Le delta L global, je le note comme ça pour être très explicite. Eh bien, c'est delta L1 plus delta L2. D'accord?
Et ça, eh bien c'est T0 facteur de 1 sur K1 plus 1 sur K2. D'accord ? Premier allongement, c'était 0 sur K1. Deuxième allongement, c'était 0 sur K2. Donc l'allongement global, c'est T0 fois 1 sur K1 plus 1 sur K2. Par conséquent, on a une tension T0 qui vaut 1 sur K1, pardon, qui vaut delta L global, enfin bref, qui vaut 1 sur K1 plus 1 sur K2, delta L global. Et ça, c'est la loi de... C'est l'expression de la force élastique pour un ressort qui aurait quelle raideur? Celle-ci. Ça, c'est le K équivalent. D'accord? Autrement dit, 1 sur K équivalent égale 1 sur K1 plus 1 sur K2. Donc quand on avait les ressorts en parallèle, on avait une addition, c'est-à-dire que le ressort équivalent, c'était équivalent à un ressort, et le ressort équivalent avait pour raideur la somme des raideurs. Et dans cette configuration-là, avec des ressorts en série, on voit bien ce que ça veut dire, eh bien, le système est équivalent à un système où la masse M est suspendue par un seul ressort, et la raideur de ce ressort est donnée par ceci, c'est-à-dire que son inverse est la somme des inverses des raideurs des ressorts. Ça vous rappelle évidemment ce que vous connaissez en électrocinétique. Alors, la raideur, donc, ça se comporte comme une résistance, hein? Voilà, comme un condensateur, plutôt, comme une capacité. En électrocinétique, on ne l'a pas encore revu, mais enfin, les résistances s'ajoutent en série, et c'est leur inverse qui s'ajoute en parallèle, mais les capacités, ça fonctionne effectivement comme ça. La capacité de deux condensateurs en série s'ajoute, et de deux condensateurs en parallèle, c'est leur inverse qui s'ajoute. Bref, donc si on veut écrire K équivalent, ça fait évidemment K1, K2 sur K1 plus K2. Et du coup, la pulsation, parce que je pense que c'est la question d'après, la pulsation du mouvement, c'est-à-dire si on écrivait maintenant l'équation du mouvement, eh bien on trouverait simplement Z de point plus le K équivalent sur MZ égale une certaine constante qui dépendrait évidemment de la position qu'on a prise comme position de référence sur l'axe Z, mais peu importe, cette constante ne va pas changer le fait que ça, c'est l'équation d'un mouvement oscillant, un bête oscillateur harmonique, avec une pulsation oméga 0 prime, enfin c'est pas celui de tout à l'heure, qui vaut simplement racine de K équivalent sur M, avec K équivalent qui vaut donc ça. Voilà. Ok. Et alors là, j'ai très très peur. Il reste une demi-heure. Ok, ben on va faire ce qu'on peut. Je voulais faire tous les changements de référentiel ce matin. Mais du coup, on va l'écrire, on va trouver les forces d'inertie, etc. Et puis on fera les exos, quelques exos d'application demain. Ça vous va? Pas de questions là-dessus? Tout va bien? Bon, c'est pas très compliqué. Enfin, je crois pas. La difficulté, c'est de bien comprendre que les tensions sont nécessairement les mêmes. Allez, go. Alors, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de la physique dans un référentiel galiléen. Parce que c'est dans ce référentiel-là que s'expriment les lois de Newton. En l'occurrence, la relation fondamentale de la dynamique. C'est dans ce référentiel que la loi d'inertie s'applique. C'est la définition des référentiels galiléens, des référentiels dans lesquels la loi d'inertie est valable. Et la loi d'inertie, je vous rappelle, ça dit que l'accélération d'un corps qui ne subit aucune force
c'est 0. Et si l'accélération n'est pas nulle, eh bien on appelle force le rapport, enfin cette accélération fois m. Donc ça c'est dans un référentiel. Donc si ça c'est la loi d'inertie. Et ça c'est la relation fondamentale de la dynamique. Galilée, Newton, bien, dans un référentiel galiléen. Par définition du référentiel galiléen. Alors, on sait bien qu'il y a des référentiels qui ne sont pas galiléens, c'est-à-dire des référentiels dans lesquels la loi d'inertie ne s'applique pas. Par exemple, là, je suis... mon référentiel, quand je fais ça, et puis ça, ou juste je suis au repos par rapport à vous et je me mets à bouger, eh bien je ne suis pas un référentiel galiléen, tout simplement parce que par rapport à moi, vous vous mettez à bouger, dès que je me déplace, vous êtes en train de bouger. Donc là, vous ne bougez pas, il n'y a aucune force qui s'applique sur vous, je bouge, enfin je bouge par rapport à vous, mais par rapport à moi, je ne bouge pas, je suis toujours exactement au-dessus de mes pieds, c'est le principe. Et là, vous êtes en train de bouger. Je vous fais bouger, là, par rapport à moi. Pourtant, aucune force s'applique sur vous. Par conséquent, je ne suis pas un référentiel galiléen, puisque dans mon référentiel, vous bougez alors qu'il n'y a pas de force. Donc la loi d'inertie ne s'applique pas. Le problème, c'est que des référentiels non galiléens, il y en a plein. Alors, si on peut travailler dans un référentiel galiléen, c'est bien, mais parfois, il est très utile de travailler dans les référentiels naturels du problème, plutôt que de se plonger dans un référentiel galiléen extérieur dans lequel on va décrire tout le mouvement, y compris donc celui du référentiel. Si on a un référentiel naturel dans lequel a lieu un phénomène physique ou dans lequel se trouve un certain dispositif, et que ce référentiel n'est pas galiléen, on aimerait bien quand même pouvoir résoudre le problème sans avoir, encore une fois, à se plonger dans un dans un autre référentiel extérieur dans lequel on va tout traiter, etc. Alors, la réponse à ça, c'est, vous le savez, c'est l'introduction des forces d'inertie, mais il faut comprendre d'où ça vient. Donc, je vais vous démontrer que, en fait, les lois de Newton, enfin, la loi fondamentale de la dynamique, F égale ma, M égale F, est encore valable, en fait, dans tous les référentiels, même non galiléens, à condition d'ajouter aux forces standards, aux forces physiques intrinsèques à la nature des corps et à leurs interactions, d'ajouter donc à ces forces physiques standards des forces d'inertie dont on va déterminer l'expression. Voilà. Donc c'est un petit calcul vaguement fastidieux, qui n'a pas énormément d'intérêt, mais un petit peu quand même. Donc je fais quand même cette démonstration. D'abord parce que c'est bien de voir que ça se retrouve quand même en quelques lignes. Et aussi parce que quand même dans la démonstration, ça nous permettra de revoir quelque chose sur le mouvement des solides, etc. Parce que je vous rappelle qu'un référentiel, c'est un solide en fait. Hein. C'est un ensemble de points dont les distances ne varient pas les uns par rapport aux autres. Enfin, dans les distances entre deux points quelconques ne varient pas. Donc finalement, un référentiel, c'est un solide. Or, on a vu les mouvements des solides, et on a vu que les mouvements les plus généraux des solides avaient toujours un champ de vitesse équiprojectif, donc qui obéit à cette relation que je vais rappeler ici. La vitesse d'un certain... c'est baba, quoi. La vitesse d'un point B, c'est la vitesse du point A plus BA vectoriel, une résultante qui, dans le cas donc, de ce torseur, je vais te parler de la notion de torseur très rapidement, du torseur de vitesse, n'est rien d'autre que le vecteur rotation du référentiel, c'est-à-dire du solide en question. On peut réécrire évidemment VA plus oméga vectoriel BA. C'est pareil. Autrement dit, si je prends un point M quelconque et que je prends pour le point A l'origine du repère, d'un repère fixé dans ce référentiel, eh bien,
Pardon, excusez-moi. Non. Oui, merci. Oui, évidemment. Non, le but du jeu, c'est d'avoir oméga d'abord, mais évidemment, du coup, il faut que j'inverse le vecteur là. Pardon, merci. Voilà. Donc Vm égale VO plus oméga vectoriel OM. Et là, on retrouve donc ce que je vous ai dit sur les seuls mouvements possibles pour un solide, c'est soit vous avez un point qui ne bouge pas, donc typiquement, soit vous avez un point qui ne bouge pas et le champ de vitesse, c'est ça. Et donc ça, c'est une rotation pure, autour des points de l'axe, autour d'un axe en fait, autour de l'axe porté par oméga, qui est le vecteur rotation du système, etc. Mais là, vous pouvez en plus avoir éventuellement une translation le long de l'axe, auquel cas, mais si vous projetez ça suivant cet axe, eh bien vous voyez que tous les points ont la même vitesse projetée sur cet axe, c'est-à-dire qu'en fait il y a une translation globale du corps le long de l'axe. Donc elle peut être nulle, auquel cas on a une rotation pure, ou bien vous avez cette rotation associée, combinée à j'ai dit rotation, avec rotation pure, combinée à une translation le long de l'axe, un mouvement hélicoïdal en quelque sorte. Bien, donc ça c'était le rappel nécessaire à ce qui va suivre maintenant. Donc je veux écrire la relation fondamentale de la dynamique dans un référentiel non galiléen. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement calculer l'accélération A' dans un référentiel R' étant potentiellement non galiléen. Il n'est pas spécifié que R' est galiléen. Par contre, on va avoir un référentiel de base R galiléen dans lequel l'accélération du corps est A. Alors, je vais représenter les axes. Je ne sais pas s'il y a besoin de faire ce dessin. Donc, j'ai un certain UX, UY, UZ, avec un point O. Ça, c'est le référentiel de référence, si je peux dire. C'est le référentiel galiléen. Il ne bouge pas. Et donc, j'ai un point M qui a une certaine trajectoire là-dedans, qui est soumis à des forces, donc il y a une accélération qui va avec, celle-là. Simplement, je voudrais décrire ce mouvement dans un autre référentiel, à partir d'un référentiel, donc O', UX', UY' et UZ'. Et ce référentiel, il peut avoir un mouvement quelconque. Par contre, c'est un référentiel, donc c'est en quelque sorte un corps solide, virtuel. Donc le champ de vitesse de chaque des points dans ce référentiel, il va être donné par ça, on verra après, mais voilà, je voudrais ter le même mouvement du point M dans ce référentiel-là. Donc je suppose que je connais son accélération. Son accélération dans le référentiel R, c'est x de point ux plus y de point y plus z de point uz. Accélération standard. Et je veux trouver l'accélération dans R'. Alors évidemment, à un moment, il va falloir que je précise quel est ce R', mais je vais rester très général pour commencer. Et pour ça, donc, alors, il n'y a plus de craie blanche, c'est un tout petit bout encore. Ah, je veux bien, ouais. Merci. Il y en a une autre là de crème, je sais pas si... Ah, ouais, mais... Ouais, ça va, là, c'est bon, ok. On va le faire. Merci. Je réefface ça parce que j'ai besoin de place. C'était juste pour vous le rappeler, on le ressortira quand on en aura besoin. Ok. Donc, la position du point M, c'est X, UX. Pour éviter, si vous voulez bien, exceptionnellement, je vais appeler IJK les vecteurs de base, parce qu'il va y avoir beaucoup d'indices. On va juste simplifier un tout petit peu la tâche, si vous voulez bien. Enfin, si vous voulez pas, je crois que je vais le faire quand même. C'est une question rhétorique. Donc j'appelle IJK et I', J', K'. Les vecteurs de base. Bon. Donc OM, c'est XI plus YJ
Z4. D'accord? Et par ailleurs, ça va être, je vais avoir O'M qui vaut X' plus Y' J' plus Z' K'. D'accord? Ok? Bien. Alors, je cherche l'accélération A', donc l'accélération dans le référentiel R'. Il faut juste que je dérive une fois ce vecteur, je vais avoir la vitesse, et je dérive une autre fois, je vais avoir l'accélération. Donc il n'y a aucune difficulté. Hein. Le principe, c'est que je dérive ça. Donc, dériver, je fais D sur dt, là, et j'ai la vitesse. Alors V, donc ça c'est, je vais l'écrire en toutes lettres, D de O'M sur dt. Alors je dérive ça. Donc, le point clé, bien sûr, c'est que I' peut changer en fonction du temps. Soit on a une translation pure, et alors I', J' et K' sont indépendants du temps, soit on a une rotation, et ce n'est pas le cas. Donc j'écris de manière très générale, le référentiel non galiléen, il fait ce qu'il veut. Donc j'ai X' point I' plus Y' point J' plus Z' point K', plus, cette fois je dérive les I', les J' et les K', plus X' D' sur dt, plus Y' dj' sur dt, plus Z' dk' sur dt. Ok? Aucune difficulté. Hein? Si vous êtes d'accord avec ça, on peut continuer. Le point clé, il n'y en a qu'un, c'est que d de I' sur dt, c'est pas n'importe quoi. C'est oméga vectoriel I', et je vais vous le montrer. D de I' sur dt, c'est... Je l'écris et je le commande. C'est D de O'I' sur dt. Qu'est-ce que j'appelle O'I'? En fait, je matérialise le vecteur I', donc le UX' du référentiel R', comme le vecteur qui part de son origine et qui va jusqu'à un point. Donc le point I' ici, c'est le point de coordonnées dans R', 1, 0, 0. D'accord? C'est le point qui est à une unité de longueur dans la direction X'. D'accord? Ok? Donc j'attache un point matériel, c'est juste pour que vous le visualisiez bien. Je nomme le point qui est au bout du vecteur I' et qui part de l'origine. Pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, je vais implémenter le fait que ce référentiel, c'est un corps rigide, en fait. Enfin, puisque la définition du référentiel, c'est un ensemble de points dont les distances, enfin, 2 à 2, restent constantes. Donc, ce référentiel, je peux le concevoir comme un corps rigide, qui est le mouvement qu'il a, mais quel que soit le mouvement d'un corps rigide, on sait qu'il vérifie l'équation que je viens donc d'effacer, qui est donc le champ de vitesse d'un corps rigide, qui est donc aussi le champ de vitesse de des points dans un référentiel. Ça, c'est quoi? Ça, c'est d de OI' sur dt moins d de O'I' sur dt. Ça, c'est donc v de I' moins v de... Pardon. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Non. O'. Hein, j'ai juste dit que O'I', c'était O'I' moins... Pardon, c'était OI' moins O'. J'ai introduit O là-dedans. Je n'arrive pas à le lire, mais c'est facile à écrire. Ok. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit là? Voilà, décidément, voilà. Pardon, voilà, ok. J'ai introduit le point O dans O dans le prime I'. J'ai dit O'I' égale O' plus OI', c'est donc égal à OI' moins O'
J'ai donc ça, et comme bavard, c'est-à-dire que V de I' c'est V de O' plus oméga vectoriel O', ceci est oméga, enfin le O'I', c'est oméga vectoriel O'I'. D'accord? Et ça, c'est le vecteur I'. Voilà. C'est le seul point clé. Et c'est là qu'on utilise la propriété qu'on a un référentiel. Donc, il a un champ de vitesse de corps solide. Donc, je l'écris ici. D de I' sur dt, c'est oméga vectoriel I'. Ça doit faire écho à ce qu'on avait vu quand on a fait les coordonnées polaires. On a vu que D de Uθ sur dt, c'était θ point... Enfin, D de UR sur dt, c'est θ point Uθ. Vous vous rappelez, on tournait de... Et on faisait le oméga, θ point uz, vectoriel... Enfin, je ne sais plus si je vous l'ai dit explicitement. D de UR sur dt en polaire. Vous vous rappelez que c'est θ point Uθ. Et bien ça, c'est oméga vectoriel UR avec oméga égale θ point uz. Parce qu'effectivement, en polaire, quand vous passez Uθ, vous avez donc ici x, y, vous avez z vers nous là. Effectivement, uz vectoriel ur, c'est Uθ. Et après, uz vectoriel Uθ, c'est moins ur. Oui, on avait trouvé aussi que d de ur sur dt, c'est moins θ point ur. Vous vous rappelez, on avait dit qu'on tourne de pi sur 2 à chaque fois. C'est ça. Et bien en fait, c'est complètement général. La dérivée d'un vecteur unitaire attaché au corps, c'est oméga, si le corps, enfin le corps là c'est un référentiel, peu importe qu'il soit matérialisé ou non, la dérivée d'un vecteur unitaire fixé sur un solide en rotation, c'est oméga vectoriel ce vecteur. Parce que là j'ai pris I', à aucun moment, enfin c'est juste une direction comme une autre, hein. J'ai pris l'axe X où je voulais, enfin l'axe X' où je voulais. Donc ceci est vrai pour tous les vecteurs unitaires. C'est donc vrai aussi pour J' et c'est donc vrai aussi pour K'. La dérivée de I' par rapport au temps, c'est oméga vectoriel I'. La dérivée de J' par rapport au temps, c'est oméga vectoriel J'. Bref, vous voyez que ce vecteur rotation, qui est le vecteur rotation du référentiel dans le référentiel galiléen, donc c'est le vecteur rotation du référentiel R' dans le référentiel galiléen qui est votre point de référence. Si donc oméga caractérise la rotation, le mouvement de rotation de votre référentiel, la dérivée du vecteur unitaire, c'est oméga vectoriel I'. Bien sûr, si oméga égale 0, c'est-à-dire que si votre référentiel non galiléen n'est pas en train de tourner, il est juste en translation, alors, si ça vaut 0, I' ne change pas. Et effectivement, si vous avez une translation, il n'y a pas de variation dans le temps des vecteurs unitaires attachés au référentiel. Forcément. Donc on vient de montrer, c'est le seul point délicat, mais vraiment il faut comprendre que c'est parce que le référentiel est un solide. C'est un corps rigide en quelque sorte. Qu'il y ait des points matériels dessus ou pas, peu importe. D'accord? Bien. Donc je peux effacer cette ligne de démonstration. Ça se montre en une ligne, enfin une ligne avec 3 égalités, mais c'est pas très compliqué, mais c'est vraiment le nœud du problème. Le référentiel est caractérisé par un vecteur rotation lui aussi parce que c'est un solide. Voilà, donc je remplace maintenant cette dérivée par le oméga vectoriel, le vecteur qui va bien, et donc j'obtiens que d de O' sur dt, et ça, enfin voilà, ok, d de O' sur dt, c'est donc comment je peux appeler ça? X', ça, bon, ça je vais le nommer, ça c'est quoi? C'est la,
c'est des primes, là. Il manque un prime, là, pardon. Ça, c'est quoi ça? Je vous laisse me le dire. C'est quoi ces trois choses-là, là? Cette somme de trois vecteurs? Oui, c'est la vitesse. En fait, c'est juste la dérivée des coordonnées. Ça, c'est dans R'. Dans R', le vecteur I', J', K', il ne change pas. La vitesse du point M dans R', c'est ça. Vous dérivez les coordonnées. Donc ça, c'est V'. V' du point M. Et ça, du coup, je le réécris, c'est plus X'. Là, je vais mettre oméga en facteur pour gagner un petit peu de temps. Oméga vectoriel X', Y', plus Y', J', plus Z', K'. Ok? Hein, puisque D de I' sur dt, c'est oméga vectoriel I', D de J' sur dt, c'est oméga vectoriel J', et D de Z K' sur dt, c'est oméga vectoriel K'. Donc j'ai mis oméga vectoriel en facteur, et j'ai ça. Sauf que ça, bien sûr, c'est au prime. C'est la position du point M dans le référentiel RC. Maintenant, je peux écrire D de OM sur dt comme étant D de OO' sur dt plus D de O'M sur dt. Ça, D de OM sur dt, c'est la vitesse V. F, c'est la vitesse de M dans le référentiel R. Et vous voyez, et ça, c'est la vitesse de O' dans le référentiel R. Vous voyez, c'est V de O' plus ceci, c'est-à-dire V'M plus oméga vectoriel O'. Et par conséquent, la vitesse de M, c'est la vitesse, enfin la vitesse de M dans R, c'est la vitesse de M dans R', plus une certaine quantité qui n'est pas n'importe quoi, qui est donc V de O' plus oméga vectoriel O'. Et c'est là qu'il faut comprendre ce qui se passe. Ça, là vous reconnaissez un babar, là. Ça, c'est la vitesse calculée dans le référentiel R', du point M, ouais, du point coïncident, ce qu'on appelle le point coïncident, le point du référentiel qui est là où se trouve M. Ce qui n'est pas pareil que la vitesse du point M. Il faut comprendre cette subtilité. Il y a quand même 2-3 subtilités. C'est pour ça que je voulais... Oui, je vais le répéter. Je vais faire le dessin surtout déjà. Alors, donc je refais le dessin que j'ai effacé, X, Y, Z. Et puis, X', Y', Z'. Le point O', origine d'un repère attaché au référentiel R', point O, origine d'un repère attaché au référentiel R. J'ai un point M qui suit une certaine trajectoire, et à un certain moment, il est là. M à l'instant T. Oui, je ne l'ai pas précisé, on ne fait pas la relativité restreinte. Dans tout ce problème, T et T', c'est pareil. Hein. Il n'y a qu'un temps universel. D'accord. Ce référentiel a un mouvement très spécifique, c'est un corps solide en quelque sorte, donc lui il est caractérisé par un vecteur oméga, et par ailleurs il peut être aussi en translation, enfin bon, il a un champ de vitesse
il a un champ de vitesse qui est V de M égale V de O' plus oméga vectoriel O', ce que j'avais écrit tout à l'heure. Attention, ce VM, c'est pas celui-là. Alors, ça, c'est le V. Je ne sais pas comment le noter. On n'a pas une notation pour ça. Non. Non, c'est la vitesse. Je vais l'appeler C. Bon, ça, c'est vrai tout le temps. Pour le référentiel. Et ce qu'on voit ici, c'est que ça, c'est donc la vitesse, ça, si vous comparez ça à ça, vous voyez que ceci, c'est la vitesse du point C qui est dans le référentiel R', qui en fait est le même point que le point M. Donc, le... C'est en train de m'embrouiller plus que chose. Oui. J'ai conscience que c'est pas simple. Parfois, c'est plus facile à voir mathématiquement qu'à dire en français, mais on va le refaire. Tous les points du référentiel R' ont ce champ de vitesse. Si vous avez un point C dans le référentiel R', sa vitesse calculée dans le référentiel R, ce n'est pas un V', c'est un V. La vitesse du point C attachée au référentiel R', calculée dans le référentiel qui est le nôtre, le référentiel galiléen de référence, la vitesse d'un point C attaché au référentiel R' s'exprime comme ça. Alors c'est la vitesse du référentiel R', ça ? Non, alors tout est là en fait. Si vous avez un référentiel qui est en train de se déplacer puis de tourner en même temps, c'est quoi la référentielle de R'? C'est quoi la vitesse de R'? Il n'y a pas de vitesse de R'. Si je prends ce corps, ça va être ça mon référentiel non galiléen. Et je fais ça. À un instant donné, c'est quoi la vitesse de ce corps? Bah, ça dépend où. S'il ne tourne pas, c'est très facile. Il est en translation, donc tous les points ont la même vitesse. Alors ok, vous pouvez dire que c'est la vitesse du référentiel. Mais s'il y a un vecteur rotation qui n'est pas nul, par exemple, juste, je peux prendre un référentiel tournant, même que sans translation, juste un référentiel tournant. C'est quoi la vitesse du référentiel? Bah, ça dépend. Le point sur l'axe, c'est 0. Ce point-là, c'est par là. Celui-là, c'est par là. Il n'y a pas une vitesse du référentiel. En chaque point, il y a une vitesse. C'est l'expression générale de la vitesse en un point du référentiel. Voilà. Donc ça désigne pour un point C du référentiel quelque part, voilà sa vitesse. Il n'y a pas une vitesse du référentiel. Chaque point a sa propre vitesse. Eh bien, ça, c'est la vitesse du point M, enfin, c'est la vitesse du point du référentiel qui est là où se trouve M. Cette phrase est juste, donc je la répète. Ça, c'est la vitesse du point du référentiel qui est là où se trouve M. Ce n'est pas la vitesse du point M. Parce que le point M n'est pas immobile dans le référentiel. M, il fait ce qu'il veut. M, il bouge. Il a sa propre trajectoire, sa propre vitesse dans le référentiel. On va dire que R, c'est la salle. Le point M, il a une certaine vitesse à un instant donné. Et puis j'ai un référentiel qui tourne. Ce point M, à un instant donné, il est quelque part. Eh bien, cet endroit-là, où il est, si je considère ce point et je le lie au référentiel, maintenant je dis que c'est un point du référentiel, alors il est en train de tourner avec le référentiel, ce point-là. Donc il a une certaine vitesse en tant que point du référentiel. Ce n'est pas la vitesse du point, le point M il est en train de faire autre chose. Il se trouve qu'il passe par là à un certain moment, et à cet instant-là, le point par où il passe a dans le référentiel, enfin A en tant que point du référentiel, s'il était attaché au référentiel, il aurait une certaine vitesse, qui est la vitesse en l'occurrence. Là, je prends un référentiel simple de rotation, comme ça, donc le point en question, ça va être le bout de mon index. Donc ce référentiel est en train de tourner comme ça, donc la vitesse de ce point-là, bah, c'est oméga vectoriel, la longueur. Non?
Pas sûr. Aïe, aïe, aïe. Alors, non mais c'est bon. Non, c'est parce que, alors, enfin, je sais pas si j'ai bien compris, mais dans ces cas-là, en fait, on considère juste un point M et il y a un moment où M, il va être dans le référentiel qu'on a En fait, considéré. Oui, en fait, un point donné, il peut être considéré dans plusieurs référentiels, mais c'est pas ça la bonne réponse. Non, je reprends. Ça caractérise la vitesse de tous les points attachés au référentiel. C'est-à-dire qu'ils sont en rotation rigide, en rotation solide, comme le référentiel. Pensez au référentiel comme un solide. D'accord? Donc, ce solide est en train de tourner. Si vous, voilà, je vais dessiner en vert le point C. Voilà. Le point C, c'est le même point que le point M à cet instant-là. Mais le point C est un point qui a une trajectoire qui n'est pas la trajectoire de M. Le point C, il tourne avec le référentiel. Il est fixé avec le référentiel. Donc si le référentiel, par exemple, voilà, le référentiel, il peut très bien il vient comme ça, voilà. Mettons que le référentiel, il est en train de faire ça. Donc le point C, c'est quoi sa vitesse? Ben, c'est un truc par là. C'est là où il est en train d'aller en ce moment, parce qu'il est attaché au référentiel et que le référentiel, il fait ça. Le point M, lui, il a sa propre trajectoire dans l'espace. Mettons, il va par là. Donc, le point M, en tant que corps matériel, il va par là. Donc voilà sa vitesse. Et le point C, en tant que point du référentiel, c'est-à-dire attaché au référentiel, eh ben, il est en train d'aller par là. Ou par là, ou venant vers nous, enfin peu importe. En tant que point du référentiel, lui, sa trajectoire, elle est fixée par le fait qu'il est dans le référentiel. Le référentiel, il a la trajectoire qu'il a. Et donc ce point C, il suit le mouvement du référentiel. Peu importe ce que fait vraiment le corps matériel M. Donc en tant que point du référentiel R', le point qui est là où se trouve M a une certaine vitesse. Ce n'est pas la vitesse du point M. C'est ce qu'on appelle la vitesse du point coïncident, parce que c'est le point qui coïncide, c'est le point du référentiel R' qui coïncide avec M en ce moment. Si maintenant je prends un autre corps qui a une autre trajectoire et qui fait ça, et qui passe au même point, ça ne changera pas la vitesse de C. C, c'est la vitesse qu'il a parce que le référentiel est en train de bouger. Mais ce nouveau point rouge, il aura une autre vitesse. Donc, c'est ça, c'est très différent la vitesse du point M vraiment qui est en train de se déplacer et la vitesse du point coïncident considéré comme point fixe dans le référentiel. La vitesse de C, point du référentiel, est uniquement dictée par le mouvement du référentiel. Et c'est ça. Quant à la vitesse du point M, ça n'a rien à voir avec le mouvement du référentiel. La trajectoire de M est ce qu'elle est. Simplement, ce qu'on voit là, c'est que, là, juste, on a fait le calcul, et on voit que la vitesse de M dans R, c'est la vitesse de M dans R', plus cette vitesse-là, qui est, il suffit de regarder, en fait, on voit bien que ça, c'est la même expression que ça, si M était C. Donc ça, c'est bien la vitesse du point C du référentiel, qui est à l'endroit où se trouve M. C'est ce qu'on appelle le point coïncident. Et donc, je crois que ça va être l'heure, on va s'arrêter, quitte à reprendre, mais vous y réfléchirez. C'est vraiment, c'est pas compliqué, mais il faut distinguer les choses. Juste, j'écris une chose qui va vous faire comprendre, j'espère. Je crois que c'est possible. C'est que du coup, ça, c'est la vitesse, je vais l'appeler PC, du point coïncident, d'accord? Ce que vous voyez ici, c'est qu'on a écrit une loi de composition des vitesses qui dit la vitesse de M dans R, c'est la vitesse prime, c'est-à-dire la vitesse de M dans R', plus la vitesse du point coïncident. Vous vous souvenez ce qu'on a établi pour la loi de composition des vitesses dans le tout premier cours? La loi de composition des vitesses, quand vous avez deux référentiels en translation, c'était quoi? C'était la vitesse de M par rapport à R est égale à la vitesse de M par rapport à R', plus la vitesse de R' par rapport à R. Juste écoutez ça, je pense vraiment que c'est utile.
La vitesse de m par rapport à r, c'est la vitesse de m par rapport à r' plus la vitesse de r' par rapport à r. Vous vous souvenez de ça, la loi de composition additive des vitesses. Eh bien, là, c'est pareil, sauf que si ce n'est pas une translation, il n'y a pas de vitesse de r' par rapport à r. Parce que si votre référentiel r' est en train de tourner, la vitesse du référentiel n'est pas définie, ça dépend où on se trouve. Eh bien, ça, c'est ça avec pour vitesse justement le point où on se trouve. Donc c'est une composition des vitesses. La vitesse dans R', c'est la vitesse dans R, plus la vitesse de R' par rapport à R, mais cette vitesse de R' par rapport à R dépend du point. Et bien justement, on prend la vitesse là où on est. Donc c'est complètement naturel en fait. Mais il faut comprendre il faut comprendre la différence entre le point considéré dans son mouvement et le mouvement du point coïncident qui est fixé dans le référentiel. On y reviendra, je crois. On est mercredi ? Ouais, on y reviendra demain un petit peu. On finira ça. Et on fera des exemples. Bon, essayez quand même de méditer un peu là-dessus. C'est pas compliqué, mais il faut comprendre. Vraiment, il faut comprendre. Enfin, c'est pas vrai que c'est pas compliqué. C'est un peu compliqué. Voilà. Je vous concède ça pour une fois. C'est un tout petit peu compliqué. En fait, allez, à demain. C'est Oui. juste qu'on ne peut pas fixer R' par rapport à R et du coup on fixe la vitesse d'un point entre guillemets. Enfin, avec les mains, hein, c'est pas correctement expliqué comme ça, mais. Non, parce que R', vous n'avez pas le choix de son mouvement. R', c'est le référentiel non galinien. Mais on ne peut pas lui donner une vitesse du coup qui peut être en translation par rapport à R. R', il peut avoir n'importe quel mouvement. C'est le référentiel dans lequel Il faut fixer un vous voulez point, travailler. il faut fixer un point entre guillemets pour pouvoir donner une vitesse en fait. Voilà. En fait, chaque point du référentiel a une vitesse différente. Donc on en choisit un en particulier. Et vous choisissez pas n'importe lequel, celui où on est. Oui, c'est pour ça que je le dis en particulier justement. Oui, d'accord, c'est ça. Voilà. Voilà. Du coup, si j'ai pas compris, DO' sur Ouais. Attends, j'arrive. non. J'arrive. DO' sur des pieds, non. En fait, Non, justement, ça ouais. Non. En fait, j'aurais peut-être dû commencer par ce que j'ai écrit juste après. DOM sur DT, ça c'est B. C'est D. Attendez, c'est la vitesse du point M dans le référentiel. R. Voilà, ça on est d'accord. Non. OM sur DT. C'est D de O' sur DT plus D de O'M sur DT. Ça, c'est la vitesse de O' par rapport à R. C'est comme là, d'accord, ça c'est la vitesse de O'. Et ça, c'est pas la vitesse. Et ça, voilà, alors c'était ça qu'il fallait calculer, donc c'est ça que j'ai commencé par faire. J'aurais peut-être dû poser ça d'abord et dire, je veux, donc du coup, ça je connais, il me manque ça, voyons ce que c'est. Donc j'ai un peu court-circuité, enfin j'aurais pas dû. Pédagogiquement, j'aurais dû écrire ça et dire, bah, il nous manque ça, allons-y, calculons-le. Alors ça, au prime c'est ça, et ben on dérive, et on va voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça, et du coup, ça donne ça. D'accord, donc en fait, il faut partir. Donc là, ce qu'on a fait, on a calculé sur les textes. En fait, si vous avez obtenu ça, c'est en partant de ça. C'est ça, c'est ça. D'accord, parce que là, du coup, on l'avait pas vu. Oui. Donc j'ai fait une faute pédagogique. J'aurais dû d'abord écrire ça. Je l'ai écrit après, mais j'aurais dû l'écrire avant. On calcule la vitesse du point M. C'est cette dérivée-là. Donc c'est égal à ça. Ça, je connais. Bah si, c'est la vitesse de O'. Et il manque ça. Eh ben, allons-y, calculons-le. Donc O'M, ça vaut ça. Alors je dérive, c'est parti. Je dérive le premier terme, puis le deuxième. Pouf, 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 pouf. Et je constate que c'est égal à V' plus oméga vectoriel O'M. Je vais reporter, après, je l'ai réarrangé, V'. D'accord, c'est bon, c'est quoi ça? Ok. Ok, merci. Bon. Allez, à demain.